Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir c'est une soirée spéciale où nous avons la joie de recevoir les 6 finalistes du prix Orange de la bande dessinée 2023. Alors, de façon aléatoire, je vais vous les présenter avec leur BD. Donc, nous avons Vincent Dinja, voilà, de Sel et de Sang à Rennes BD. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Nous avons Neyef pour Okae, édition Bonsoir. Level 619. Bonsoir. Je les montrerai tout à l'heure plus. Elles sont lourdes, hein, vos BD. Alors, là, nous avons Sarah Del Giudice. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui. Pierre Le Rideau aux éditions d'Argo. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Joris Mertens, Nettoyage à sec, édition Rue de Sèvres. Bonsoir, Joris. Bonsoir, Nathalie. Voilà. Cécile Dupuis, L'ombre des pins, édition Virage graphique. Bonsoir. Et pour finir, Yann Damezin avec, alors je ne sais pas si je prononce bien, Majnoun et Leili, Chant d'outre-tombe, édition La Boîte à Bulles. Bonsoir, Johan. Yann, pardon. Bonsoir. Et pour les interroger ce soir, nous avons convoqué 2 jurés. Nous avons Jean-François Marié, qui est, ou Mariette, je ne sais pas, j'ai oublié de vous demander. Marié, voilà, connu sur Instagram avec le compte bulle.noir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Et pour l'accompagner, nous avons Sofiane Labi. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Le compte Instagram s.labi. Voilà. Nous devions avoir un 3e juré, mais malheureusement Pénélope Chaperon n'a pas pu être là, mais vous pouvez quand même la suivre sur son compte Instagram, c'est 2_fil_en_bulle. Voilà, j'ai tout dit. Avant qu'on démarre, je voudrais rappeler que si vous êtes là ce soir, c'est parce que le jury, présidé par Coco cette année, et dont Jean-François, Sofiane et Pénélope faisaient partie du jury, vous ont sélectionné. Maintenant, il ne reste plus qu'aux internautes, aux lecteurs, d'aller voter. Ils ont jusqu'au 21 mai. Alors, s'ils veulent aller voter, il faut qu'ils fassent comme moi cet après-midi. Vous allez sur lecteur.com et vous allez voter. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, c'est très simple. Vous vous inscrivez. C'est tout à fait simple. Il n'y a rien, il n'y a pas de souci. Et hop, vous faites votre vote. Je rappelle que le lauréat, un des 6 participants, le lauréat sera dévoilé le 14 juin, en même temps que le lauréat du prix Orange du livre. Et donc, on vous souhaite une bonne chance à tous. Mais avant, je voudrais, de façon aléatoire, celui qui veut commencer se lance, que vous résumiez en 1 minute vos albums respectifs. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la main. Ne vous battez pas. Allez, Joris. Bon, Joris. moi, je vais bien commencer. Mon livre, c'est Nettoyage à sec. En France, c'est plutôt pressing, mais ça, je ne savais pas au moment où j'ai trouvé le titre. Donc, Nettoyage à sec, c'est bien comprenable, je suppose. Et le personnage principal, qui est aussi sur la couverture que vous voyez ici, il mène une vie solitaire et routinière entre son travail de livreur pour la blanchisserie Bianca et quelques bières qu'il boit au café Monico, près de la gare, son bistrot favori. Le seul rayon de soleil de ces journées est sa visite à Marivonne, qui tient le kiosque aux journaux où il tente sa chance avec son billet de loto chaque semaine. Et s'il gagne, il est sûr qu'il offrirait à Marivonne ainsi qu'à sa fille une vie meilleure. Mais le hasard, souvent capricieux, a sa façon de se jouer des hommes. Il pourrait même procurer à François une opportunité à laquelle il lui sera difficile de résister. Donc ça, c'est sur la couverture arrière. Mais le livre est surtout inspiré par les films français des années 70, avec Alain Delon, avec Bourvil, les films de comment il s'appelle, j'oublie son nom, Jean-Pierre Melville, pardon. Donc ça, c'est un peu l'histoire et le sentiment. Il y a beaucoup de pluie, il pluie tout le temps, en fait, dans l'histoire. Et c'est un film en BD. Voilà, c'est ça. Je suppose que ça suffit comme introduction de mon livre. Donc,
la parole est à vous et au prochain qui veut tenter sa chance à présenter son livre. Voilà. Allez, qui se lance? Bah, moi, je veux bien, sinon. Ah Allez. mince, c'était prévisible. Vas-y, vas-y. Ah, ok. Bon, en gros, OK, c'est un western contemplatif et ça raconte la rencontre entre deux personnages principalement. Il y a George qui est un jeune Lakota, un jeune Indien Lakota acculturé, et Little Knife, c'est celui qu'on voit en couverture, qui lui est un renégat en quête de vengeance. Et en fait, voilà, tout au long de l'histoire, on va voir comment chacun, en fait, va trouver en l'autre ce qui lui manque et arriver à soit à grandir, à se trouver lui-même ou alors à s'apaiser, quoi. Voilà. Parfait. C'est tout. Alors, quelle est la fille qui voulait parler? C'est Cécile? Et moi, c'est Cécile. Alors, L'ombre des pins, c'est la rencontre de deux adolescents, Pablo et Carla. Pablo, c'est un jeune homme qui fait des études en botanique et qui est un peu coincé avec ses parents qui veulent qu'il passe un été studieux. Et Carla, qui est une jeune fille qui, elle, est vraiment pour le coup en vacances au camping avec son père et son frère, et qui, elle, est une fan de photographie, donc elle prend tout en photo argentique. Et donc, ils vont se rencontrer au cœur de cet été-là en décidant de participer à un concours de photos ensemble dont le thème est l'invisible. Donc, on les voit parcourir cet été à la recherche de cette image magique et ça va surtout être la naissance de leurs premiers émois adolescents, abordés d'une manière très, très pudique, très, très douce et avec un œil très contemplatif sur le monde qui les entoure, les paysages. Voilà, donc c'est une BD atmosphérique. Parfait. Allez, Vincent. Alors, la mienne, elle est faite avec mon pote Fred Toronesi, le scénario. Et en fait, ça s'est passé il y a 30 ans, au mois d'août. On a du problème à vous entendre, Vincent, là. Oui. Là, c'est mieux? Ouais, parfait. Ouais, ok. Alors, c'est un événement qui s'est passé il y a 130 ans, au mois d'août, sous une chaleur écrasante dans le Gard, sur les marais salants de Aigues-Mortes. En gros, c'est une bagarre qui a éclaté entre un ouvrier italien et un ouvrier français. Et des bagarres, il y en a tous les ans, chaque année, à cause de la chaleur, de la fatigue, du manque d'eau, les nerfs lâchent. Mais cette année-là, la bagarre, elle a débordé et on explique en gros, sur 36-38 heures, comment on arrive à de telles extrémités qu'une ville française s'est embrasée et a poursuivi en chasse à l'homme les Italiens. Il y a eu une dizaine de morts. Il y a eu 10 morts, pardon, et une dizaine de blessés. Et on essaie de remettre en perspective, on crée une forme de cheminement sur l'idée du bouc émissaire. Parfait. Est-ce que vous pouvez essayer de parler sans votre casque parce que je crois qu'on a du mal à vous entendre. Peut-être que ce sera mieux. Pendant ce temps-là, je vais passer la main à Yann qui est tout discret en haut là. On va lui faire résumer son album. Lady et Majnun, en fait, c'est une histoire d'amour qui est une des grandes histoires des littératures du Moyen-Orient. À l'origine, c'est une histoire qui vient d'Arabie, mais qui s'est beaucoup diffusée dans le monde musulman, et notamment en Iran. Et donc, en fait, c'est une réinterprétation de cette histoire qui est une grande histoire d'amour classique, malheureuse, un petit peu les Roméo et Juliette du Moyen-Orient. Voilà. Okay. Vincent, est-ce que vous pouvez faire un test son? Ouais, allô, allô. Parfait, c'est nickel. Super, ok, très bien. Et pour finir, Sarah. Derrière le rideau parle de deux sœurs de 8 et 6 ans plus ou moins au début et 12 et 10 plus ou moins à la fin, qui se déroulent entre la fin des années 30 et le début des années 40. Donc, on voit la guerre éclater aussi dans le sud de la France. Et c'est une histoire de prise de conscience de leur identité, puisque leur mère est juive et leur père ne l'est pas. Donc ça crée un peu de tension en ce qui concerne leurs sensations et leurs ressentis par rapport à la période qu'elles vivent, en particulier l'aînée, bien sûr, parce que c'est elle qui parle à la première personne.
Et donc, c'est une histoire familiale, mais inscrite dans la grande histoire. Je vais disparaître, je vais vous laisser entre les mains de Jean-François et de Sofiane, et moi je reviens tout à la fin. Je vous souhaite une belle rencontre, et amis lecteurs, vous allez voir, ce sont de très beaux albums. Je vous laisse discuter. Merci. Merci Nathalie. Alors, je voulais commencer par vous faire remonter dans le temps. Je voulais faire appel à votre mémoire pour commencer, parce qu'on a la chance de vous avoir tous les 6 là en tant que finalistes du prix Orange BD. Mais je voudrais revenir au moment où vous avez eu l'idée de cet album, pour que vous nous racontiez un petit peu le cheminement, ce qui fait qu'une idée devient un album de bande dessinée et aujourd'hui finaliste du prix Orange BD. Est-ce que vous pouvez remonter dans le temps et nous raconter un peu cette idée, comment elle est apparue et comment vous avez cheminé et travaillé pour arriver à cet album? Qui veut commencer? Moi, je peux y aller. Donc, L'ombre des pins, à l'origine, c'est mon projet de diplôme de l'école Estienne. Et c'est un projet qui est né de mon amour inconditionnel pour l'été. Et mon challenge graphique, c'était justement de retranscrire l'été et de faire perfuser toutes les sensations, les odeurs, les sons par la bande dessinée. Et donc, au final, l'histoire de Pablo et Carla était très secondaire dans cette atmosphère-là. Et j'ai eu la chance de 2 mois après ma sortie d'école d'être repérée par mon éditrice, Sonia Deschamps, que je salue à l'occasion, et qui m'a dit: «Écoute, je pense que ton projet de diplôme, il y a vraiment quelque chose à faire». Alors, on était d'accord toutes les deux, mais pas avec le scénario tel qu'il était. Donc, on a fait appel à Valérian Guillaume, qui est un auteur et metteur en scène de théâtre. Et main dans la main, on a réécrit une deuxième version, donc on est co-scénariste. On a réécrit une version et qui est devenue cette version, L'ombre des pins, qui est devenue donc en couleur avec ce scénario beaucoup plus axé sur la tendresse entre ces 2 personnages. Toujours inclus dans l'été. Akito. Moi, Je peux y je- aller. Ah non, vas-y. Ah, pardon. Pas de souci, vas-y. Eh ben, en fait, moi, c'était avant tout l'envie de faire quelque chose autour de la culture iranienne, qui est une culture que j'aime beaucoup, enfin de la culture persane, on va dire, plus largement. Et donc l'envie, elle venait de là. Et j'avais en tête cette idée-là depuis assez longtemps de reprendre une histoire de la culture persane, de la littérature persane. Et bon, il y en a beaucoup, donc j'ai longuement hésité. Puis finalement, j'ai choisi celle-là parce qu'il y en avait plusieurs versions, donc ça me permettait plus facilement de dégager une interprétation personnelle. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Bon, du coup, j'y vais. Moi, j'ai toujours eu des gens dans ma famille qui m'ont parlé de cette période, celle de la Deuxième Guerre mondiale, parce que mes grands-parents l'ont vécu comme la plupart des grands-parents des gens de mon âge. Et vu qu'une partie de ma famille est juive, j'ai toujours eu ce récit de ce qui s'est passé qui a toujours été très dur, mais aussi très naturellement expliqué, entre guillemets. Et en fait, l'idée du livre est née à un moment donné tout à fait aléatoire. J'étais à un concert avec ma mère et il y avait, vu qu'il n'y avait plus de place, en fait, on est resté debout devant la porte d'entrée et on a écouté le concert comme ça. Et devant nous, il y avait des rideaux qui tombaient et il y avait un petit enfant qui jouait avec et il se cachait. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée du début et de la fin de mon album. Merci Sarah. De rien. Oh, donc le prochain, c'est moi, je suppose. C'est Donc, parti. oui, nettoyage à sec, ça vient un peu de mon passé parce que j'ai travaillé dans le cinéma pendant presque 30 ans. Et parfois, je dis pour rire que je suis plutôt un réalisateur, comédien et directeur photo raté. Mais j- pour ce livre, Nettoyage à sec, j'ai trouvé beaucoup d'inspiration dans le film de Jean-Pierre Melville, le Cercle Rouge, avec Alain Delon, Bourvil,
et quelques autres comédiens. C'est, je trouve les policiers francophones, surtout français, ils ont toujours une couche de mélancolie en dessous, et j'aime ça beaucoup. La mélancolie, c'est pas la même chose que la tristesse, et c'est toujours un peu tragique. Mais donc, quand je travaillais encore dans le cinéma, j'ai commencé avec mon début Béatrice, qui est un album sans texte, sans parole. Mais j'avais déjà une idée pour Nettoyage à sec, mais ce n'était pas encore très peaufiné, ça ne marchait pas encore. Donc après Béatrice, je suis recommencé avec Nettoyage à sec. Et enfin, ça m'a pris beaucoup de temps, bien sûr, comme tous mes collègues ici. Euh, Combien de mais temps, Joris, juste pour avoir une idée, combien de temps ça prend? Combien de temps ça t'a pris? je crois que c'est presque 1 an et demi. En fait, mon début Béatrice, j'ai redessiné une fois et demie, je crois. Surtout les décors. J'ai toujours bien aimé les décors. Ça marchait dès le début, les bâtiments et tout ça, mais les personnages, ça m'a pris un peu plus de temps pour améliorer les personnages, pour y mettre un peu plus de sentiments. Et voilà, donc c'est plutôt un peu Nettoyage à sec est plutôt un film, un peu mon film à moi que mon BD à moi. Et parce que je viens du monde du cinéma, je pense, enfin, ça commence déjà. J'ai déjà dit au début du webinaire que je sais parler français pendant 15 minutes et 45 secondes, et après, ça commence à flancher en crescendo. Non, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je réfléchis, enfin, je vois toujours des images dans ma tête plutôt que des situations. Et parfois, je trouve aussi mon inspiration en regardant que des photos. Et ça peut être des photos de n'importe quoi. Juste regarder et laisser les pensées couler où ils vont. Voilà, c'est un peu mon truc à moi, comment je peux développer une histoire. Merci, Joris. Il nous Vincent, manque Daniel, c'est Vincent, je c'est crois. ça. Oui. Alors, pour ma part, c'est Fred Paronozzi, le scénariste, qui a eu l'idée qu'on se penche dessus. Il a un ami historien qui lui a parlé du fait sordide. Et à partir de là, on s'est informé. Il a commencé à écrire. On a lu les bouquins autour de cet événement. On a fait du repérage chacun de notre côté. Et puis, on peut dire que pour moi, la partie qui m'a vraiment intéressé, c'était les va-et-vient, parce que lui, il commençait à écrire un peu. Et en me faisant lire un peu les premières choses, moi, je commençais à travailler mes personnages, à faire mon casting, créer un peu les personnages principaux et me dire que, en fait, à partir de là, on leur donnait un peu plus de vie et on essayait de voir entre les justes, les tièdes, les fous dangereux. En fait, nous deux, qu'est-ce qu'on aurait été à cette époque, à ce moment précis, de quel côté on aurait penché. Et ça nous a permis d'avoir de belles discussions inspirantes et on a essayé de parsemer un peu toutes ces choses à travers la palette de personnages de notre BD, quoi. Mais à la base, ouais, c'est Fred qui m'a proposé ce projet. Et Yes, Oui, alors moi, ça a commencé parce que, en gros, j'en avais un peu marre de dessiner des voitures et des perspectives et le monde moderne. Et j'avais envie de dessiner des grands espaces, la nature, quelque chose d'organique. Et j'avais un amour pour le western depuis toujours et je me suis dit, bah, c'est le bon moment pour commencer. Ensuite, bah, j'ai choisi de parler de la culture amérindienne, pareil, parce que je suis fasciné par ce peuple depuis tout petit. J'avais envie de partager cette culture. Pour parler, je trouvais que ça résonnait bien avec notre époque par rapport à leur rapport au monde, à la nature, aux hiérarchies sociales aussi. Et du coup, bah, j'ai commencé comme ça. Et puis, en fait, au final, c'était une BD presque documentaire au début. Donc, j'ai
recommencé, j'ai gardé un peu de la documentation pour parler de cette culture, et puis j'ai essayé de romancer beaucoup plus. Et puis c'est là où je me suis un peu, été un peu plus introspectif, où je me suis intéressé, enfin, j'ai posé des questions sur un peu plus personnel, quoi. Genre, ce que je pouvais mettre de moi dans ce western. Merci pour ces réponses. Oui, moi j'ai une autre question. Vous avez un peu commencé à en parler, mais j'ai l'impression qu'il y a deux options, soit travailler seul, soit travailler avec un scénariste ou un allié. Comment ça se passe? Est-ce que ceux qui travaillent seuls ne se sentent pas trop seuls? Et est-ce que ceux qui travaillent à deux, enfin, comment vous vous organisez? Comment vous faites les choix? Est-ce que vous faites tout ensemble? Est-ce que quelqu'un prend la main à un moment? Enfin, voilà, je suis un peu curieuse de savoir comment ça se passe. Moi, j'ai déjà travaillé seul 2 fois. Heu, parfois, je dis pour rigoler, que je travaille seul, sinon je dois partager les droits. Évidemment, c'est bien clair. Heu, mais oui, enfin, c'est plutôt ça même, je crois, et je suis toujours un peu solitaire. Mais c'est vrai, travailler seul, ça peut être très, très solitaire, et si on ne se rend pas compte, ça peut commencer à peser, et là, il y a aussi un rôle pour l'éditeur avec qui on peut changer d'idée, prendre un peu, un air frais, et aussi, raconter son histoire et montrer à quelqu'un qui le voit pour la première fois. Il faut surtout, tenir un œil sur, qu'on ne tombe pas trop, enfin trop fort dans le trou, heu, Faut mais prendre du, mais pardon? faut prendre du recul peut-être. Oui, voilà, c'est ça, oui, et parce qu'au début, surtout au début, quand on travaille sur le livre, on ne peut pas vraiment montrer à des amis, il y a personne qui sait, ce que tu es en train de faire. Donc oui, oui, c'est très solitaire. Ça peut être, parfois un peu difficile si on n'a pas de point focal. Mais pour moi, jusqu'ici, ça a bien marché, et j'exclus pas que, dans le futur, je pourrais peut-être travailler avec un scénariste, mais plutôt, mon 3e album sera encore, fait tout seul. On surveillera ça. Bon, j'y vais. Moi, avec Valérian, c'était assez particulier parce que j'ai fait appel à lui pour réintervenir sur un projet qui était totalement le mien, que j'avais écrit et dessiné toute seule. Donc, ça pouvait être délicat pour lui, mais en fait, on s'est mis tout de suite d'accord sur le fait que moi, je lui faisais une confiance entière sur... enfin, je n'étais pas accrochée à ma première version, donc on avait vraiment carte blanche pour remodifier ça. Donc, à l'origine, ça devait être juste modifié, et au final, on a tout réécrit ensemble. Et ça s'est fait en fait d'une manière très simple, fluide, notamment dans des cafés parisiens, voilà, dans les bistrots. C'est là que se font les plus grands chefs-d'œuvre. Et beaucoup de dialogues. Effectivement, le fait d'être à deux, ça facilite quelque chose où en direct, on sait ce qui est bon ou mauvais, et très vite, ça fait le tri, en fait. C'est efficace. En tout cas, là, ça l'a été. Et vraiment, on a commencé en fait le découpage à l'oral ensemble, et on s'est rendu compte qu'en une après-midi, on avait réussi à découper les 35 premières pages. Et on s'était dit, bah, en fait, à ce rythme-là, on va peut-être pouvoir faire une BD toutes les semaines. Et ça sera chouette. Bon, on n'en est pas encore là, mais c'était une très, très belle expérience. On reste très, très amis avec Valérian. Et il n'est pas impossible que d'autres BD voient le jour ensemble. Moi, j'aime bien le fait de travailler seul parce que, pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que
Je doute rarement en même temps de l'histoire et du dessin. Du coup, quand je doute du dessin, je crois encore un peu en l'histoire et inversement. Donc, ça fait que ça m'aide à pas tout abandonner. Mais, euh, mais là, pour le prochain projet, je travaille avec un scénariste. C'est la première fois, mais c'est intéressant aussi. Moi, je préfère en général, enfin, j'ai toujours travaillé avec des amis, mais je préfère quand même dessiner seul, même si c'est beaucoup plus de pression et de doute. Au final, quand on travaille avec un scénariste, quelque part, on a juste à se contenter de faire des beaux dessins. Donc après, au niveau du jugement, c'est beaucoup plus facile à encaisser, on va dire. Alors que quand on est auteur solo, beaucoup plus personnel, on met beaucoup plus de choses de soi, donc c'est surtout à ce niveau-là, en fait, que c'est compliqué. Mais on sait la facilité de travailler avec un scénariste, on va dire, mais satisfaisant d'être solo, quoi, sur un album entier. Ah, Oui, dans mon cas, c'était un peu obligé parce que c'était un projet de fin d'études. Donc, il fallait que chacune ait un projet, soit par exemple, d'exposition, d'illustration, soit de livre pour la jeunesse ou de bande dessinée, voilà. Et j'ai beaucoup aimé travailler toute seule parce qu'en plus, j'étais pas vraiment seule, même si c'était pendant le Covid. Et donc, on était tous confinés, surtout qu'en Italie, c'était très, très dur. Mais en fait, j'avais des rendez-vous toutes les semaines en visio avec mes directeurs de projets de fin d'études. Et donc, ils étaient super à l'écoute, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont dit, chaque semaine, je leur envoyais les planches et ils me disaient s'ils avaient aimé ou s'ils avaient aimé ou pas, s'il fallait que je change des choses. Donc, en fait, c'était un travail un peu d'équipe aussi, même si, bien sûr, l'idée vient de moi, les dessins viennent de moi, mais j'ai été appuyée, enfin, j'ai eu le soutien de quelqu'un tout le long. on Et entend Vincent, toi, tu disais que l'idée venait de Fred à la base. Oui, c'est ça. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il me laisse. En fait, si tu veux, à la base, il est romancier, il a une écriture assez visuelle, et il me laisse m'approprier son texte aussi. Ça veut dire que je peux rajouter des choses ou en enlever. On a lu les mêmes bouquins, les mêmes références, et à partir de là aussi, on peut, on peut rebondir l'un sur l'autre, on se fait des passes, quoi. Entre l'écrit et le dessin, parfois, il écrit une partie, je mets en scène, euh, je m'approprie, donc quelquefois, je rajoute aussi des choses, on en discute, et on garde ou pas, on essaie de voir comment on construit comme ça. En fait, il y a pas d'étape. C'est-à-dire que le scénario, il n'est pas figé, le storyboard non plus, et on fait des va-et-vient comme ça. C'est vraiment des discussions qui nous font avancer, quoi. Ouais. Et merci à tous pour vos réponses. J'ai encore une question pour Cécile, parce que vous avez parlé que vous l'avez fait, le projet, comme à l'école, parce que je vois maintenant le livre a environ de 70 pages, Oui, oui, ça. et je suppose le projet pour l'école était plus petit. Oui, 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 il faisait une 60aine de pages. Est-ce que vous avez tout recommencé, enfin tout redessiné, vous avez recommencé à zéro, donc? Tout. Et oui, Ah ok, c'était ah d'accord, Oui, j'ai tout refait. oui. Donc enfin, je suppose que ça vous a permis aussi de retrouver, ou même un peu ajouter des couches allez, supplémentaires, psychologiques dans l'histoire. Oui, 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 bah, ça a été l'occasion effectivement de donner un petit peu plus d'épaisseur à mes personnages. Et en fait, c'est surtout graphiquement aussi que ça a beaucoup évolué. Mon projet de diplôme, il était en noir et blanc. En noir et blanc, où je retranscrivais donc l'été avec l'ombre et les lumières, tout en noir et blanc, et avec des systèmes de trames à la plume, à l'encre de Chine et des aplats noirs denses pour les ombres bien marquées. Et en fait, j'avais fait que la couverture en couleur, notamment pour le prix Raymond Leblanc.
Et en fait, la couverture a donné tellement envie à mes profs que, en fait, quand on ouvrait le livre et qu'on voyait la suite en noir et blanc, il y avait une micro-déception. Et donc, c'est vrai que ça avait du sens de tout mettre en couleur par la suite. Ok, merci. Je t'en prie. Alors, moi, je voulais maintenant que vous nous emmeniez avec vous dans votre atelier. Après avoir parlé de la genèse, de l'idée, être monté dans le temps, maintenant, je voudrais qu'on rentre un peu dans le secret de votre atelier, que vous nous parliez de vos outils, de comment vous travaillez, avec quoi, concrètement, quoi. Mettons la main dans la pâte. Allons-y. Je suppose que c'est moi encore qui va Comment? commencer. Donc, moi, je travaille moitié en numérique, moitié sur papier. Je dessine sur papier, puis je scanne et je fais les couleurs en numérique. Et j'habite seul, donc je suis seul tout le temps. C'est positif et c'est négatif. Je peux commencer tôt le matin et finir tard le soir, mais comme pas chacun, enfin, il y a sûrement des spectateurs qui connaissent l'idée, enfin, le sentiment d'un homme qui habite seul. On travaille jusqu'à ce qu'on a commencé à avoir un peu faim, et on continue encore un peu, et puis on monte dans la cuisine, on prend tout ce qu'on trouve et on recommence à travailler. C'est pas très bien, mais enfin, il faut tenir un œil là-dessus, que ça ne déborde pas trop. Mais oui, enfin je me suis bien installé chez moi, donc ça, c'est positif. Enfin, c'est assez grand comme atelier. Et est-ce qu'autour de toi, tu as des livres? Est-ce que vous piochez? Est-ce que vous avez besoin d'avoir de la documentation près de vous? Ou est-ce que vraiment, une fois que ce travail de doc est fait, ben après, c'est parti, on dessine et… Ah oui, non, non, j'utilise de la documentation tout le temps. Surtout, enfin, j'ai toute une collection de photos de n'importe quoi, vraiment. Aussi des livres, mais je trouve mon inspiration plutôt dans le cinéma et la photographie, pas tellement dans la BD. Comme je disais, je me sens plutôt comme un réalisateur raté. Mais c'est aussi, c'est surtout dans les photographies et aussi pour concevoir une scène intérieure ou extérieure. Ça m'aide toujours beaucoup d'ajouter, euh, euh, enfin, d'utiliser des photos. Ça donne toujours un peu plus que si on dessine tout de son tête. Si on regarde des photos, il y a toujours des choses qu'on trouve qu'on ne peut pas s'imaginer, qui sont un peu drôles, un peu bizarres. Et donc, ça aide beaucoup. Je me documente tout le temps, pardon. Merci pour cette visite de ton atelier, Joris. Alors, quel atelier maintenant? Je veux bien. Moi, en gros, je bosse chez moi. Je suis pas en atelier. Je préfère être tranquille chez moi, travailler comme un moine copiste. Et je bosse tout en numérique maintenant. J'ai arrêté le traditionnel parce que ça me permet d'être déjà d'avoir un confort de travail, un meilleur confort de travail. Et ça me permet d'être plus rapide surtout. Parce que OKF, ça fait 224 pages, ça m'a pris un peu moins de 2 ans. Et si je bossais en traditionnel, ça m'aurait pris au moins 3 ans et demi. Et là, c'est possible pour en vivre. Donc maintenant, je travaille tout en numérique. Et j'ai énormément de documentation moi aussi. Généralement, juste après mon storyboard, je passe plusieurs jours à essayer de trouver Photos de la chevaux, par mes exemple? scènes. Pardon? Photos de chevaux, par exemple? Chevaux, ouais, beaucoup, ouais. Galère. Après, oui, bah voilà, en gros. Merci, Nél. Allez, qui nous fait visiter son atelier? Moi, je veux bien. Moi, je travaille chez moi aussi. Et par contre, je travaille uniquement en tradi sur papier. Déjà parce que les écrans me donnent la migraine. Donc voilà, c'est pas trop possible. Et parce que j'aime bien après aussi les techniques traditionnelles.
Et, et j'aime bien par contre utiliser des techniques assez simples. J'utilise pas du très bon papier. J'utilise du papier un peu basique parce que je trouve que ça met moins de pression. Et, et j'aime bien utiliser des outils pas forcément très sophistiqués. Et après, j'utilise pas beaucoup de docs parce que je dessine déjà pas de manière réaliste et même j'aime bien les dessins un peu ratés souvent, dessins un peu maladroits, un peu naïfs, etc. Je trouve que ça a un certain charme, donc j'essaye, même quand c'est un peu raté, de me dire que c'est sorti comme ça, voilà. Puis ça va plus vite du coup aussi. Quand tu parles d'outils simples, ça veut dire, c'est quoi? C'est des plumes, c'est des pinceaux? C'est de la gouache et des encres de couleur. Et après, le papier, c'est un papier à dessin, mais vraiment basique, ce qui a été pratique parce qu'il y en avait au supermarché pendant le confinement, donc je peux continuer à acheter mon papier. Voilà. Bah, de toute façon, Yann, je ne trouve pas que tes dessins ont un aspect raté, Ouais, pas ouais, du moi tout. non Du tout. Hein. Oh, non, non, on est d'accord. Ouais. Des beaux ratages, en tout cas. Je veux bien faire des brouillons comme ça aussi, ouais. Sarah? Ok. Moi aussi, je dessine sur papier, donc je dessine au crayon. Et moi aussi sur du papier vraiment d'imprimante, vraiment très basique. Et puis, je scanne et je colorie sur Photoshop. Mais ça, c'est dans le cadre de derrière le rideau. Après, j'utilise d'autres techniques aussi, mais dans ce cas-là, ça s'est passé comme ça. Et je dessine à la maison. Bah, après, pendant le confinement, c'était difficile de faire autrement. Donc, voilà. Et quels outils tu as utilisés, toi, Sarah? C'était du Désolé, mais je crayon. sais pas si tu aurais dû les montrer avant. Ouais, c'est du crayon sur papier. Et puis, sur Photoshop, j'utilise plein de pinceaux, des textures. Voilà, plein de choses. Du collage, je fais aussi du collage numérique avec de vieilles photos, des choses comme ça. Cécile? De rien. Alors moi, pour l'ombre des pins, j'étais chez mon père au milieu de la campagne, littéralement en plein milieu des champs. Donc ça a été un retrait presque spirituel intense. Et j'ai travaillé, en fait, ma BD, je l'ai faite enfin, la deuxième version, elle a été faite en 5 mois, donc de manière très, très intensive. Donc la nature était importante à proximité. Et je travaille à l'encre de Chine et à la plume, sur papier aussi, parce que j'aime vraiment bien ce rapport à la texture et à la matière du papier. Moi, je n'ai jamais réussi à me faire à l'aspect lisse du travail à la tablette. Pour l'instant, en tout cas, je n'arrive pas du tout. Ça change carrément mon trait. Et par contre, toute la couleur, elle est faite au numérique pour créer des ambiances chaudes, pour avoir le loisir aussi de se tromper, de chercher, voilà, de faire de la patouille. Mais un jour, je rêve quand même de faire de la couleur directe. C'est un petit peu mon objectif de quand je serai grande. Voilà. Et sinon, là, je viens de réemménager à Paris. Pour l'instant, je travaille dans ma chambre, ce qui n'a pas toujours des avantages. C'est compliqué d'avoir son lit très, très proche. Mais voilà, pourquoi pas justement essayer l'atelier en collectif pour pouvoir et avoir des retours, du recul sur son travail, pour avoir des retours des collègues. Et puis, quand tout le monde travaille autour de soi, de se dire qu'il faut peut-être s'y mettre au boulot. Vincent? Et oui, de mon côté, je regarde beaucoup de photos, de captures vidéo. Comme j'aime bien le mouvement et la torsion, je trouve un peu d'inspiration voilà, dans des postures. Ça me donne l'idée de commencer des séquences, des actions, quoi. Et je dessine beaucoup au crayon sur feuille parce que j'aime bien avoir quelque chose qui me réconforte au niveau comment dire, de mon trait. Ma maladresse, je commence à l'apprécier après des dizaines d'années. Bon, ça vient, quoi.
Par contre, c'est vrai que je fais une partie numérique. Par exemple, pour les couleurs, c'est assez, comment dire, pour cette BD, par exemple, il y avait un enjeu pour la couleur. Comme ça se passe en 36-38 heures environ, il y a des paliers de la violence. Et j'avais besoin des couleurs assez nuancées, assez précises pour essayer de retranscrire ces moments-là. Alors pour ça, voilà, j'avais besoin de chercher, d'être un peu plus confortable. Je sais que la couleur, pour moi, c'est quelque chose de très difficile. J'ai du mal à avoir un côté très tradi en couleur et arriver à des choses satisfaisantes. Du coup, le numérique m'aide à me tromper, à avancer, à trouver des choses, quoi. Et ton travail de départ, ton trait, c'est crayon, Ah oui, pardon. Alors, je dessine sur. En fait, je fais mon storyboard, c'est des petites vignettes de cette taille-là. Et du coup, c'est vraiment des tout petits dessins. Parce qu'en fait, si je fais des dessins à la taille plus de A4 ou de A3, en fait, je les rate mes dessins. Du coup, quand je les fais en petit, j'ai le mouvement qui m'intéresse, j'ai les lignes de force, et j'agrandis ça. Bien sûr, j'ai des photos sur lesquelles je reprends voilà, des grands axes de mouvement. Je dessine ça en plus petit, et après ça, je le ragrandis. Et avec ça, j'ai quelque chose de satisfaisant pour commencer à préciser les corps, les visages boursouflés ou les corps travaillés, quoi. Et j'aime bien un peu la disgrâce dedans dans les corps et travailler un peu ça. Ça fait un peu déformé. Mes dessins, une fois que j'ai bien construit mes dessins, je m'en fiche qu'ils soient bien faits à la plume parce que je travaille à la plume ou au fusain ou au crayon. Mais sur cet aspect définitif, si je rate mon trait, c'est pas grave. Je le termine et voilà. Pour moi, tant qu'il y a comment dire, l'idée de base du mouvement, ça me suffit. Voilà. Merci Ça pour marche. ta réponse. J'avais aussi une question sur les couleurs, mais on en a quand même pas mal parlé déjà et je vois que le temps file. Alors, je me dis qu'on peut peut-être passer à nos petites questions qu'on avait là, individuelles. Donc, on a préparé une question pour chacun, un truc assez précis, assez rapide. Je me permets, je commence, un JF. Vas-y. Alors, peut-être pour nettoyage à sec, Joris. Alors, tu parlais de film, il y a un côté très urbain dans cette BD. J'ai pas lu Béatrice, pas encore, mais j'ai l'impression que c'est très urbain aussi. J'imagine que dans un truc un peu naturel, ce serait aussi génial, mais j'ai du mal à me projeter. Est-ce que ton créneau, c'est la ville ou est-ce que tu envisages d'autres atmosphères? Je crois que je suis plutôt citadin. Donc la ville, c'est un peu... Ça me donne envie de dessiner des scènes qui se déroulent dans la ville et surtout dans la pluie qui ajoute un aspect graphique qui m'intéresse beaucoup. Mais je crois que c'était Neyev qui avait déjà mentionné, peut-être avec ceci, après ceci, je vais essayer autre chose, juste pour être capable de dessiner autre chose et de ne pas toujours rester dans la ville. Peut-être je vais surtout encore revenir dans la ville parce que j'ai l'impression que c'est quand même mon truc. Euh, oui, c'était quelque chose qui venait comme ça, de dessiner la ville. J'ai l'impression que ça marche très bien avec mon style un peu nerveux. Donc, oui, je suis un dessinateur citadin. Ça marche. Alors, une question pour Neyef. Tu en as un peu parlé tout à l'heure de ton goût pour le western. Et le western, on le voit beaucoup en BD. Et je voulais savoir ce que ça représentait pour toi et pourquoi est-ce que il nous touche autant? Parce qu'on a ce sentiment-là quand même que le western, ben, ça nous parle. Alors, est-ce que c'est une question de génération? Pas forcément, mais comment toi, tu vois ça? Alors là, pourquoi Pourquoi, ça pourquoi- touche les pourquoi- gens, je ne saurais pas te dire. Ta référence, toi, par exemple, qu'est-ce qui te touche dans le western et quel souvenir tu as du western? Alors, moi, le western, j'ai découvert ça avec Dr. Queen, pour être franc. Ma mère était fan de Dr. Queen et M6, enfin les midis devant M6 en mangeant, c'était dans Dr. Queen. D'ailleurs, le personnage de Sully dedans, l'Irlandais, c'est une référence à ça.
là-dedans aussi que je pense que mon intérêt pour la culture amérindienne a commencé. Et ce qui me plaît dans le western, c'est que c'est des histoires simples, souvent, de vengeance principalement. Et en tant qu'auteur, tout repose en fait au final sur la caractérisation des personnages, sur la narration. Et c'est ce qui me plaît le plus au final à traiter en tant qu'auteur. Et voilà, je pense que c'est ça qui m'a le plus plu dans le western. Et du coup, après Dr. Queen, tu t'es quand même plongé un peu dans les films, dans le cinéma. Oui, bah après, oui, je suis pas resté sur Dr. Queen. Hein. Après, moi, j'ai commencé avec Sergio Leone, surtout. Je suis pas très fan des John Wayne, du western classique. Je trouve que ça fait un peu, c'est un peu trop, ça fait un peu trop la part belle au roman national américain et ça me plaît pas trop. Après, ouais, le crépusculaire avec Eastwood. Et puis pour cet album, c'était surtout Dead Man de Ginger Mudd, Hostile de Scott Cooper, je crois, qui est sorti récemment, et puis L'assassinat de Jesse James. Vraiment, mais pour le côté contemplatif. C'est ça qui est bien avec le western, c'est que c'est aussi un style très codifié, mais finalement très malléable, quoi. Les trois références que j'ai dites, au final, c'est trois films totalement différents, et pourtant, c'est des westerns. Ça marche. J'enchaîne peut-être, Cécile, dans cette BD atmosphérique, là, comme tu disais. Donc, tu as l'amourette entre les deux adolescents et tu as le personnage de la grand-mère qui est assez touchant, un peu discrète. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'était important? C'est un petit détail que vous avez rajouté en rab? Non, elle était déjà présente dans la première version de L'ombre des pins. Moi, j'aime assez bien, alors même que je n'ai pas eu ça dans mon enfance, ce côté de revenir dans une grande maison de vacances qui appartiennent souvent à nos grands-parents ou à un membre de la famille. Je pense que ce fantasme-là, cette idylle-là, est principalement devenu de films. Et je crois que je ne saurais même pas dire lesquels. Alors évidemment, il y a du Éric Rohmer derrière, mais pas seulement. Je crois qu'il y a des films, en fait, j'ai beaucoup fonctionné par perfusion aussi de sensations, de souvenirs de films, du coup pas de souvenirs que j'ai vécu moi-même. Et voilà, je trouve intéressant ce genre de lieu où il y a toujours un passé, toujours un présent aussi à revivre chaque été dans cette maison qui est porteuse de toute une histoire à la fois des humains, mais aussi des objets, des lieux. Et donc, dans la première version, justement, il y avait des histoires de secrets de famille. Et donc, c'était déjà une notion importante du poids du passé. Et là, en l'occurrence, de la transmission à travers cet objet de l'appareil photo dans L'ombre des pins, qui est donc l'appareil photo du grand-père de Pablo. Mais sinon, ce n'est pas autobiographique. Enfin, moi, j'ai mes grands-parents et j'allais les voir chaque été à Quiberon, donc pas du tout en Méditerranée. Mais voilà, j'aime le côté poétique et rêveur de ces lieux-là, que j'envie beaucoup. Une petite question pour Vincent maintenant. Moi, ce qui m'a assez marqué à la lecture de cet album, de Ciel et de Sang, c'est, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de bouc émissaire, de la notion de bouc émissaire, et c'est justement la résonance que j'ai ressentie assez fortement avec des problématiques très actuelles. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez senti dès le départ? Est-ce que c'est aussi ce qui vous a poussé à faire cet album? Ou finalement, c'était vraiment, c'est venu après? Ouais, merci pour la question. C'est vrai que c'était la motivation de base. Ouais. Parce que pour nous, l'histoire se répète, on n'invente rien. Ces schémas de violence, je les trouve effrayants parce qu'on n'est jamais à l'abri de ces choses-là. Les facteurs, les ingrédients pour ce cocktail Molotov, ils sont toujours là, quoi. Et en fait, mettre ça en perspective, pour nous, c'était important. C'est la vraie motivation. Et bien sûr, je me rappelle avec Fred, la vraie question, c'était comment on dessine la violence vraiment, quoi. Moi, c'est pas un truc avec lequel je suis à l'aise. Et le sang, j'ai du mal un peu à le dessiner. Du coup, il y en a. Mais on a réussi à trouver un équilibre pour rester assez digeste et quand même rendre un peu l'importance à ce récit qui s'est vraiment passé, qui est passé sous tabou, et du coup l'exposer d'une manière aussi, pour moi, assez digne
parce que parler de ces choses-là, ça demande aussi comment d'avoir un regard et d'avoir une vigilance sur ces petits points, checkpoints qui font que si on passe un palier, à un moment donné, ça va nous envoyer dans un autre palier si on réfléchit mal. S'il y a les tordus et les fous furieux qui se rejoignent face à des justes ou à des tièdes, ben en fait, la balance est vite faite. Et du coup, par rapport à ça, il y a une forme de dynamisme, qu'on crée une fluidité dans le récit qui est amenée par, en tout cas, juste le message et l'envie de base, qui est de juste remettre en perspective ces choses-là. Et ça, c'est la seule, c'est la chose à laquelle on se tient pour réussir à raconter et trouver les manières de parler de violence quand on n'est pas assez à l'aise avec ça. Et ça motive. Ouais. Merci. Et dernière petite question rapide pour Yann. Il me semble que sur la 4e de couve, on parle de miniature perse. Est-ce que c'est la manière dont on définit ces dessins-là, ces dessins qui sont pleins de symboles, très poétiques, très colorés? Est-ce que ça s'appelle comme ça et c'est un truc qui existe ou un truc que tu as inventé? En fait, la miniature persane, ça existe. Donc, on la trouve dans des livres, notamment de poésie, qui sont illustrés. Après, j'ai pas essayé de dessiner à la manière des miniatures personnes parce que c'est vraiment des images qui sont extrêmement complexes, extrêmement riches, extrêmement détaillées. Donc, ça ressemble pas tellement à ce que j'ai fait, même si j'ai essayé notamment par les couleurs, parce que c'est des images qui ont des couleurs très, très vives. Donc, par le choix des couleurs, j'essaie d'avoir un peu une inspiration de ça. Et après, sans doute, c'est des images que je trouve très belles, donc je pense qu'elles m'ont de toute manière influencé, mais en tout cas, j'ai pas voulu dessiner à cette manière-là, et puis j'en aurais pas été capable de toute manière. Ok, merci beaucoup. J'avais une dernière question pour Sarah, qui était par rapport au fait que ce récit, tu nous le racontes à hauteur d'enfant. Et je me demandais si pour toi, c'était un risque, une pression supplémentaire finalement de faire raconter ce récit à hauteur d'enfant, ou est-ce que ça s'est fait naturellement pour toi? Est-ce que ça a été facile? Je pense que ça s'est fait naturellement et je pense aussi que non seulement c'était naturel, mais c'était plus facile pour moi de me pencher sur les pensées d'une enfant parce que je suis déjà passée par là et donc c'est plus facile de s'imaginer ce que peut ressentir un enfant alors que par exemple une personne âgée, même si on peut avoir un excellent rapport par exemple avec ses grands-parents ou avec d'autres personnes âgées, c'est plus difficile de s'imaginer toutes les pensées extrêmement complexes que cette personne peut avoir. Donc, je pense que c'était plus facile pour moi de m'imaginer comment une enfant pouvait réfléchir. Aussi parce que dans les récits de mes grands-parents, ils étaient enfants parce que c'est la période dont je parle est une période pendant laquelle ils étaient soit adolescents, soit enfants. Et donc, forcément, les anecdotes qu'ils m'ont transmises étaient des anecdotes d'enfants et des anecdotes avec aussi des pensées d'enfants. Après, c'est pas une histoire vraie, mais il y a quand même pas mal de citations, de choses qui ont vraiment eu lieu. Et voilà. Merci, Sarah. De rien. Alors, je suis revenue. C'était passionnant de vous écouter. Je rappelle que c'est un appel au vote. Eux, ils ne peuvent pas vous le dire, mais moi, je peux vous le dire. Donc, amis participants à la rencontre, lecteurs, futurs lecteurs de ces BD, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 21 mai pour aller voter sur le site lecteur.com. Nous avons écouté les 6 finalistes. Maintenant, je voudrais qu'on entende les 2 jurés. Dans la particularité de ce jury, du prix Orange de la bande dessinée, il y a une présidente, Coco, qui est dessinatrice. Il y a aussi l'ancien lauréat, Jim Bishop, qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps. Il y a aussi des libraires. D'ailleurs, on a le coucou de Johan de Livresse des Bulles qui est là, qui vous regarde, qui vous entend. Et il y a aussi 5 lecteurs, membres du site lecteur.com, chose que vous êtes, Sofiane et Jean-François. Alors, est-ce que ça a été une pression ? Alors, ne rigolez pas là, les finalistes, parce qu'il y en a un de vous qui va intégrer le jury l'année prochaine. Hein. Vous allez voir, est-ce que c'est une pression de jury des BD et d'influencer le résultat d'un vote? Sofiane. Allez, je commence. Non, c'est pas une pression, c'est une fierté. Moi, je m'estime très chanceuse d'avoir pu participer à ce jury. Je suis très contente de
vous avoir rencontré, très contente d'avoir rencontré les autres jurés aussi. C'était des discussions passionnantes. J'ai appris beaucoup aussi parce que c'est pas évident, on ne se rend pas compte de ce qui se cache derrière toutes ces pages-là. Donc, non, une pression, non, mais après, c'est difficile de faire un choix aussi. Ça a été terrible. Jean-François, la même chose? Oui, c'est vrai que les discussions ont été vraiment animées, passionnantes. Mais ce qui est super, c'est d'avoir la possibilité de mettre en valeur des albums qu'on a aimés, qui nous ont marqués. Et donc, c'est pour nous une fierté finalement et on était tous d'accord d'ailleurs à la fin de nos délibérations avec ces 6 finalistes, de se dire, ouais, on est content, on est fiers de notre choix et ces 6 finalistes-là, on est content de les voir là. Ouais. Alors, je vais remontrer les 6 albums et voilà, ils sont là. Donc, il y a De sel et de sang de Vincent Djinda aux arènes BD. Il y a Okahe de Neyef qui est aux éditions Label 619. Il y a Derrière le rideau de Sarah Del Giudice aux éditions d'Argo. Il y a Nettoyage à sec de Joris Mertens aux éditions Rue de Sèvres. Il y a L'ombre des pins de Cécile Dupuis aux éditions Virage graphique et Majnoun et Leili, Chant d'outre-tombe de Yann Damezin, édition La Boîte à Bulles. Alors, votez bien. En tout cas, ils sont là, ils sont 6. Moi, j'ai passé une après-midi fabuleuse en votre compagnie en lisant vos albums. Ils sont différents, il y a des approches vraiment très intéressantes. Souvent, on n'imagine pas, c'est bien de vous voir, parce qu'on n'imagine pas, par exemple, je l'ai dit à Cécile quand on lit sa BD qu'elle est si jeune, on n'imagine pas non plus Neyef, on ne l'imagine pas comme ça, on l'imagine plutôt dans un univers de street, contrairement à Joris qui lui est très urbain, on l'imagine ailleurs. Donc c'est bien de vous voir, qu'on identifie vos visages. En tout cas, moi je voulais vraiment vous remercier la Fondation Orange et Lecteur.com de nous avoir permis cette rencontre. Un grand merci à vous 6, un grand merci à Sofiane et à Jean-François d'avoir joué le rôle de médiateur, ils l'ont fait très très bien. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et on croise les doigts pour vous et rendez-vous donc le 14 juin pour avoir le nom du lauréat. Belle soirée et à très vite.